je l'ai marqué là, obéissent à la loi? Est-ce qu'ils résistent? Et comme Mathieu l'a dit, il y a une troisième possibilité, c'est ils s'en fichent, ils continuent de conserver leurs opinions. Donc cette question de l'obligation politique, c'est une grosse question. Enfin, je prétends pas du tout, ni moi ni Sophie Arnay, qui est l'autre chercheur avec qui j'ai monté cette étude, je prétends pas du tout inventer ni découvrir cette question. C'est le fait de qu'est-ce que je fais si je suis confrontée à une loi qui est injuste. C'est une question que tout le monde se pose depuis la nuit des temps, comme on dirait dans une mauvaise dissertation d'économie. Depuis la nuit des temps, les humains se posent cette question. Mon groupe me donne une règle que je considère comme étant injuste. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que j'obéisse? Parce que si j'obéis pas, je vais peut-être casser mon groupe, je vais créer de la révolte, ça risque d'être mauvais pour ma société. Ou alors, est-ce que j'ai le droit de dire que je suis pas d'accord parce que peut-être que ça peut faire changer mon groupe? Donc je vous ai mis là tout un tas de philosophes depuis très longtemps qui ont eu des avis assez partagés sur cette question. Je vous les ai triés en deux groupes. Ceux qui pensent qu'il faut obéir à la loi même si elle est injuste. Et puis il y a plutôt des philosophes qui vont plutôt dire qu'on a le droit, et même il faudrait, résister à une loi si la loi est injuste. Alors je les ai triés un peu de façon un peu péremptoire, j'ai bien fait deux camps, mais finalement on peut dire que le premier d'entre eux qui est Platon, c'est un peu le père de cette question-là. Il raconte une histoire, Platon, dans un écrit qui s'appelle Crito. C'est la fameuse histoire de Socrate. Vous avez peut-être entendu parler de ce philosophe. Socrate professait des opinions philosophiques qui étaient pas vraiment en accord avec les opinions de la majorité des personnes dans sa cité. Il était il faisait un peu un show, il avait des idées très tranchées. Et au bout d'un moment, il s'est mis à éduquer la jeunesse et à diffuser ses idées chez les jeunes. Et les vieux, les sages de la cité ont trouvé ça vraiment très dangereux. Et lui ont dit, pour le bien de la cité, tu as enfreint vraiment trop les règles de la cité. Écoute, il faut que tu meures. Et on a dit à Socrate qu'il devait mourir au nom des lois de la cité. Et dans ce texte de Platon, Socrate explique à ses amis que, oui, il va accepter de mourir, il va accepter de boire la fameuse ciguë du poison et de mourir au nom des lois de la cité, même si lui n'est pas d'accord avec elle. Et donc c'est très court à lire, ça se lit très bien. En fait, on a l'impression que c'est du grec ancien, ça va être compliqué. En fait, ça se lit bien et c'est assez triste parce qu'il convainc ses amis du fait que puisque la loi de la cité a décidé qu'il doit mourir, même si lui n'est pas d'accord avec elle, il va accepter de mourir. Et dans l'histoire, Socrate meurt, boit le poison et meurt. Donc cette histoire de Platon là, c'est un peu le premier qui a discuté de cette question en ayant une position très très ferme. Même si la loi de la cité est injuste, et même si tu dois en mourir, il faut obéir aux lois de la cité. Vous avez d'autres personnes, philosophes, qui ont dit la même chose pour des raisons différentes. Thomas Hobbes, qui est un philosophe, là on a pris 2000 ans d'avance, un philosophe plutôt de l'époque moderne, il va dire c'est trop dangereux que les individus aient la possibilité de donner leur opinion, ça fait éventuellement des guerres entre eux. Et donc, tous les individus vont obéir à un seul chef qui aura le droit de dire ce qu'il faut faire dans la société. Alors du coup, les individus, ils ont plus le droit de dire ce qu'ils estiment juste, mais au moins ils sont en sécurité, ils vont pas risquer d'être en guerre civile. Il y a un chef qui dit ce qu'il faut pour la société, tout le monde obéit, et du coup, tout le monde peut vivre en paix les uns avec les autres. Ça paraît à nos yeux de personnes du XXIe siècle un petit peu bizarre, mais il faut savoir que Hobbes écrivait à l'époque des guerres de religion, où, pour de vrai, des personnes qui avaient des opinions très différentes et des opinions très importantes, puisque c'était des religions différentes, se tuaient en Europe. Il y a eu des massacres très célèbres dans plusieurs pays d'Europe. Et donc l'idée de dire que personne ne donne son opinion, c'est juste le chef qui décide, c'est quelque chose qui a intéressé les personnes qui vivaient du temps des guerres de religion. Donc, Platon et Hobbes vont dire, même si la loi est injuste, même si tu n'es pas d'accord, il faut absolument obéir.
Rousseau, un peu plus tard, a dit un petit peu la même chose. Dans le camp opposé, vous avez deux philosophes plus récents qui, eux, vont plutôt dire que non, il faut, pour le bien de la société, résister à une loi injuste. Vous avez Locke, qui est un penseur qui a vécu un petit peu après Hobbes, qui disait ok, d'accord, il faut que tout le monde obéisse au roi, au chef, mais uniquement si le souverain ne prend pas des lois injustes. Donc il faut obéir, sauf si la loi est injuste, et c'est pas juste un petit peu injuste, c'est vraiment injuste. Dans la même veine, vous avez un philosophe plutôt du XXe siècle, Rawls, qui va dire que la désobéissance à la loi, elle va être juste si elle permet de discuter. Parce que si vous avez un groupe qui n'est vraiment pas d'accord au point de désobéir, ça veut peut-être dire qu'il y a un problème dans la façon dont le groupe est traité, dont les idées de ce groupe sont traitées dans la société. Et donc du coup, on a le droit de désobéir pour arriver à une meilleure société, un meilleur consensus. Donc si je résume cette traversée très rapide et un peu simpliste des positions des grands penseurs sur cette question, il n'y a pas vraiment une idée claire. Est-ce qu'il faut obéir à la loi si elle est injuste ou pas? Ça, c'est les penseurs. Quand on interroge les citoyens, c'est pareil, on va voir que les opinions sont assez différentes sur la question. Je vous ai mis deux questions qui sont tirées d'un grand questionnaire qui s'appelle le European Social Survey, qui est un questionnaire qui est fait tous les ans sur un très grand nombre de personnes européennes, où on leur pose énormément de questions, et parmi ces questions, on leur pose ces deux questions-là. Du coup, vous pouvez réfléchir à quelle case vous cocheriez vous. On leur pose une question qui est « Il faut parfois enfreindre la loi pour faire ce qui est juste ». Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes ni en accord ni en désaccord? Ou est-ce que vous êtes en désaccord? Donc on demande aux gens de dire ce qu'ils en pensent. Et puis, un petit peu après, on leur pose la question d'après, on leur dit « Il faut toujours obéir à la loi ». Pour savoir si je leur demande alors est-ce qu'il faut toujours obéir à la loi? Oui, non, ou je sais pas. On demande ce que les gens disent. Donc en gros, on leur a posé la question des deux camps. On leur a dit, il faut toujours obéir à la loi. Est-ce que vous êtes d'accord avec Platon? Est-ce qu'il est parfois juste d'enfreindre la loi si celle-ci est injuste, pour faire le bien? Et là, vous êtes d'accord avec Locke et Rawls. Donc on pose la question, voyons, donc vous savez ce que vous répondez, on va voir si ce que vous pensez correspond à ce que pensent les Européens qui ont été interrogés en 2010. D'abord, est-ce qu'il faut parfois enfreindre la loi pour faire ce qui est juste? On voit que presque la majorité absolue est d'accord avec ça. Donc finalement, les gens vont plutôt dire, ok, victoire pour Locke et Kant. Ici. Il y en a un quart qui sait pas trop, et puis un quart qui n'est pas d'accord. Donc on pourrait dire c'est plié, ok. Les gens en Europe pensent que ce que dit Locke et Rawls est vrai. Après, là où ça se complique, c'est lorsque on regarde ce qu'ils répondent à l'autre question. Donc là, c'est en colonne. Il faut toujours obéir à la loi. On se rend compte que vous avez un peu plus des trois quarts des gens qui sont aussi d'accord avec le fait qu'il faut toujours obéir à la loi. Et là, par contre, il y a beaucoup moins de personnes, un quart, qui ne sait pas trop ou n'est plutôt pas d'accord. Donc c'est un peu compliqué parce qu'on a à la fois... Si je regarde tout ce qui se passe en croisant le nombre de gens en fonction de ce qu'ils ont dit à la première question, à la deuxième question, le pourcentage de gens qui ont été interrogés sur à peu près 50 000 personnes, donc ça fait beaucoup de personnes qui ont été interrogées, on se rend compte que vous en avez un tiers, un peu plus d'un tiers, qui sont à la fois d'accord avec « il faut enfreindre la loi pour faire ce qui est juste », donc le camp de Locke et de Rawls, et avec « il faut toujours obéir à la loi », qui est le camp de Platon. Donc du coup, quand on pose la question aux citoyens, on se rend compte que les gens, ils savent pas trop en fait que répondre à ces questions. Est-ce qu'il faut obéir à la loi? Oui ou non? Selon la façon que vous avez de poser la question, les gens répondent différemment. Et donc, il n'y a pas deux camps, quoi. Il y a des gens qui pensent que les deux sont importants. Et c'est un petit peu inconciliable.
Donc cette question de ce qu'il faut obéir à la loi, pour quelqu'un qui veut savoir ce qu'en pensent les gens, comme moi, mon but à moi c'est de savoir ce qu'en pensent les gens, je suis quelqu'un qui fait des études appliquées, je m'intéresse aux opinions des gens, je veux savoir ce qu'ils pensent et pourquoi ils le pensent, c'est une question qui est super difficile à étudier. Vous avez vu, quand on interroge les gens directement, comme avec l'European Social Survey, on n'arrive pas à interpréter les réponses, on a des réponses mélangées. Pourquoi ? Ça, c'est mon hypothèse. C'est parce que c'est très compliqué de répondre à cette question. Je vous ai montré les cases à cocher. Je vous ai à peine laissé le temps de réfléchir. Peut-être que vous avez fait l'effort de dire je coche, mais peut-être que vous n'étiez pas satisfait et vous ne saviez pas comment je peux répondre à cette question. Donc c'est une question qui est très compliquée d'un point de vue moral. C'est pas pour rien que Platon, il lui faut des pages et des pages et des pages pour arriver à dire finalement oui, il faut obéir aux lois. Et puis c'est très difficile de répondre en peu de temps. Et les enquêtes qui sont faites de type European Social Survey, c'est des enquêtes qui coûtent très très cher et on demande aux gens avec une vraie personne qui vous regarde dans les yeux et qui vous dit alors vous en pensez quoi ? Et les gens doivent donner des réponses très vite. Donc mon hypothèse à moi, c'est que c'est difficile de savoir ce que les gens en pensent vraiment parce que poser la question directement, c'est compliqué. C'est dur pour eux de répondre et ils ont raison d'avoir du mal à répondre. L'autre solution, c'est d'étudier ce que font les gens. Est-ce que les gens se révoltent, par exemple ? On va regarder dans les pays où il y a un dictateur qui arrive et que font les gens ? On va étudier dans des familles comment les enfants réagissent lorsque les parents donnent des lois injustes. Ça, c'est une autre possibilité. Mais c'est pareil, c'est très difficile à étudier. Parce que comment on fait pour savoir qu'une loi est vraiment injuste ? Moi, j'ai mon idée sur les lois qui sont justes et injustes. Je pense que vous avez aussi dans votre tête des idées de lois que vous considérez injustes. Mais on n'est pas sûr que ça va être les mêmes lois. Et moi, en tant que chercheur, j'ai mon idée, mais peut-être que je vais me tromper quand je vais dire oui, les gens ils pensent que cette loi elle est vachement injuste, mais peut-être pas. Donc c'est difficile d'identifier une loi injuste. Et puis comment je sais isoler désobéissance, de la rébellion, de l'indifférence face à une loi injuste. C'est très compliqué aussi à étudier. Est-ce que l'enfant qui refuse de faire ce que ses parents lui disent, c'est parce qu'il pense que la loi est injuste, ou est-ce que c'est parce qu'il a faim, il est fatigué, il n'a pas bien dormi ? Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un qui manifeste contre un gouvernement, il le fait parce qu'il pense que la loi est injuste, ou parce qu'il a besoin de manifester pour être avec son syndicat ou pour porter des idées de solidarité avec d'autres causes ? Je sais pas. Donc si on veut étudier cette question, c'est une question difficile à étudier. Toute cette introduction, c'est pour essayer de justifier pourquoi, avec Sophie, on s'y est pris en utilisant cet outil. Et donc l'objectif, c'est de vous expliquer comment on s'y est pris, puis après vous aurez quand même des résultats pour savoir est-ce qu'il faut obéir à la loi ou pas, en tout cas, qu'en pensent les gens. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un outil qui est très utilisé par d'autres personnes que les économistes. Nous, les économistes, on n'a pas inventé ça, c'est plutôt les psychologues qui ont inventé ça. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils racontent des histoires aux gens. Ils racontent une histoire où ils disent « Je vais te raconter une histoire simple, il faut qu'elle soit abstraite, il ne faut pas que ça parle aux gens. Si vous demandez à un enfant de répondre à une vignette où il y a des enfants et des parents, il ne va pas être très objectif. Donc il faut essayer de trouver une histoire que tout le monde comprenne et qui soit un peu détachée du vécu des personnes qui vont devoir répondre. Donc il faut que ce soit simple à comprendre. Je ne demande pas aux gens, vous en pensez quoi du dilemme de l'obligation politique ? C'est impossible. Il faut que ce soit simple à comprendre, facile. Il faut qu'il y ait un choix moral. Je dis, vous faites quoi ? Vous choisissez ça ou ça ? Et en fonction de du choix que vont me dire les gens qui répondent, on va savoir de quel côté de notre théorie ou de notre question ils vont se poser. Les avantages d'une vignette, c'est que c'est simple à comprendre pour tout le monde. Ça peut avoir un côté ludique parfois. Il n'y a pas d'ambiguïté sur le dilemme posé. On sait exactement ce qu'on mesure. Et le répondant, il comprend la question plus facilement. Alors pour vous donner un exemple de vignette, c'est une vignette qu'on n'a pas utilisée dans cette étude-là, mais c'est un exemple de vignette qui peut être présentée. Donc je vous donne un exemple. On vous raconte une histoire, on vous dit pendant la ruée vers l'or, il y a deux mineurs qui s'appellent Jack et Bill, qui sont pareils. Donc ils sont pas différents en termes d'âge, de personnalité, de talent, d'effort, de préférence, ils sont tout à fait pareils.
et ils travaillent ensemble dans une mine d'or. Jack ramène 2 tonnes de gravats à une machine qui va collecter tous les gravats. À la fin de la journée, la machine secoue la terre et il y a des pépites qui tombent en bas de la machine. Donc Jack ramène 2 tonnes de terre et Bill ramène 8 tonnes de terre. Et à la fin de la journée, la machine fait son travail, elle secoue tout et il y a 8 pépites qui tombent. Première question qu'on pose à nos répondants, c'est à votre avis, combien de pépites est-il juste de donner à Jack? Donc là, si vous voyez l'idée, normalement, vous devez avoir votre idée chacun. Je ne vais pas vous demander de lever la main, qui veut ça, mais normalement, on a un peu une idée. On se dit, bah oui, soit vous, en général, les gens répondent soit 2 pépites à Jack, soit 5 pépites à Jack. Si vous pensez 2, c'est parce que vous dites, bah il a fait plus d'efforts que l'autre, il a ramené 2, et c'est normal qu'il ait 2. Mais vous avez aussi des gens qui vont pas être d'accord avec vous, qui vont dire non, il faut donner 5, parce qu'ils ont travaillé tous les deux, et après tout, ils travaillent ensemble, donc il faut qu'ils aient chacun la moitié. Quand on interroge des vrais gens, vous avez vraiment un groupe qui va dire 5 et un groupe qui va dire 2. Donc l'idée, je vous montre cette vignette pour vous montrer comment on fait, plutôt que poser la question qui est « Pensez-vous qu'il faut rémunérer l'effort proportionnellement ou pas ?» Ce qui est une question un peu compliquée. Ben, vous présentez une histoire et dans ce cas-là, vous présentez un dilemme et vous aidez les personnes à choisir. Ce type de vignette, on peut rajouter des questions, on peut dire et si je vous donne des informations, si je vous dis qu'il est paresseux quand même, Jack, c'est-à-dire s'il a ramené que 2 tonnes de terre, c'est parce qu'en plus il est paresseux, il a fait exprès, c'est sa faute, il est paresseux. Ou je peux vous demander, je peux vous dire, ah oui mais en fait si Jack n'a ramené que 2 tonnes de terre, c'est parce qu'il a été malade la veille. Et donc ça change complètement en fait le dilemme moral que vous devez vous poser. Enfin, que les gens se posent en général quand on leur pose cette vignette-là. Dans un cas, ici, Jack, il apporte 2 tonnes parce qu'il c'est de sa faute, et dans le cas d'après, c'est vraiment pas de sa faute. Donc, en posant des petites histoires comme ça, des vignettes, on peut répondre à la question, donc la vraie question théorique derrière cette vignette, c'est est-ce que les gens sont plus ou moins sensibles à la responsabilité interne ou externe des personnes dans le niveau d'effort qu'ils fournissent? Ce qui est une question théorique, je vous l'ai dit comme on l'a dit en théorie économique. Si je vous posais cette question directement, ce serait incompréhensible. J'aurais pas le droit de vous poser cette question comme ça, c'est trop compliqué. Même moi, je ne sais pas répondre quand on me pose cette question comme ça. Mais à l'aide d'une vignette, j'y arrive. Donc, l'outil des vignettes, si je reviens à ce que je disais, j'espère que je vous ai prouvé que ça marche. C'est quelque chose de simple à comprendre, ça pose des dilemmes et ça permet de collecter des opinions qui sont très compliquées à réfléchir, en fait. Donc nous, ce qu'on a fait avec Sophie, c'est qu'on on a utilisé les vignettes pour se poser la question du début, la question de Platon contre Locke. Est-ce qu'il faut obéir à la loi ou pas? Donc notre objectif à nous, c'est étudier la question de l'obligation politique et de savoir comment les gens vont réagir face à une loi qui va être injuste. Pour faire une vignette, vous avez vu tout à l'heure avec la ruée vers l'or, il faut quand même que ce soit assez ciblé. Donc cette question, c'est beaucoup trop vaste. Tout le travail de constitution d'une vignette, c'est d'arriver à cibler et déboucher sur une vignette. Donc déjà, une loi. Une loi sur quoi? Une loi sur, je sais pas, quelque chose. Tout à l'heure, c'était la répartition d'un travail commun, mais des lois, il y en a sur absolument tout. Donc il faut déjà trouver une loi sur quelque chose. Injuste. D'accord, mais injuste à quel point? Un peu injuste? Très injuste? Et enfin, la réaction des gens qu'on veut étudier. On ne va pas demander aux gens s'il faut que Socrate se suicide. Là, c'est une réaction énorme. Il faut qu'on sache comment mesurer la réaction des gens. Et donc, ce qu'on a décidé de faire, nous, c'est nos choix. Hein. Après, vous pouvez pas être d'accord, vous pouvez me dire que c'est pas bien, et si vous avez des idées pour mieux faire, je prends, bien sûr. Ce qu'on a décidé de faire, c'est nous intéresser à la redistribution, une loi sur la redistribution. On va avoir un partage d'héritage. À quel point elle est injuste? On va faire une loi qui va être très injuste, pour voir quelque chose. Et puis, comment on va mesurer l'effet de la loi sur les gens? Ça va être très simple. On les paye pas, on les observe pas, on leur demande juste s'ils sont toujours d'accord avec ce qu'ils pensaient avant que je leur montre la loi.
Donc Socrate, je te dis que la loi dit que tu devrais mourir. Avant, il pensait pas. Est-ce que tu veux mourir, Socrate? Non, je veux pas mourir. La loi dit que tu dois mourir. Est-ce que tu penses que tu dois mourir? Socrate, typiquement, il a fait oui, ok, je dois. Parce que la loi a changé. Et donc je sais que la loi dit que je dois mourir, donc je dois mourir. Donc moi, ce que je vais juste mesurer, c'est est-ce que les gens changent d'avis ou pas. Alors, pourquoi la redistribution? Parce que je suis une économiste, Sophie est une économiste, et en économie, la redistribution, on sait très bien étudier ça. Enfin, on sait très bien. On étudie beaucoup ça, en tout cas. Et vous avez deux camps, typiquement, parmi les économistes, les gens sont pas d'accord. Vous avez deux camps. Vous avez des gens qui disent c'est l'intérêt égoïste qui importe. Donc la redistribution, c'est des riches vers les pauvres, hein, bien sûr, d'argent des riches vers les pauvres. Vous avez un camp qui dit c'est l'intérêt égoïste des gens qui compte. Donc en gros, les riches, ils veulent pas donner de l'argent aux pauvres, mais pas que les riches. Vous avez aussi le fait que quelqu'un qui aujourd'hui est peut-être pas très riche, un étudiant, pas très riche, mais qui fait des études où il se dit je vais avoir un bon métier après, bah il ne va pas vouloir donner aux pauvres aujourd'hui, alors qu'il est pauvre aujourd'hui, parce qu'il se dit que plus tard, il va être dans le camp des riches. Donc, en gros, vous avez un camp qui dit c'est l'intérêt égoïste des gens qui compte, et c'est ça qui explique que les gens veuillent ou pas redistribuer. Et de l'autre côté, vous avez un autre camp, toujours d'économistes, qui disent c'est pas une question d'intérêt égoïste, ces opinions-là, c'est une question d'idées. Ce qui compte, c'est si les gens se définissent de droite ou de gauche. C'est vraiment très important pour eux, plus important que leur propre intérêt. Ou alors, ce qui compte, c'est l'opinion qu'ils ont sur le fait que les pauvres sont responsables de leur situation. Comme mon Jack tout à l'heure, est-ce que il est pas très bon parce que c'est de sa faute, parce qu'il est paresseux, ou parce que il est malade, ou il a pas de chance dans la vie et du coup c'est pas de sa faute. Donc l'autre camp va nous dire les valeurs les plus importantes, c'est gauche-droite et l'opinion sur la responsabilité des pauvres. L'intérêt égoïste, c'est pas une question de redistribution. Donc avec Sophie, je reviens tout à l'heure à ce que je vous ai montré tout à l'heure. On a choisi une loi sur la redistribution parce qu'on savait tout ça. On sait que nos collègues économistes, ils ont déjà travaillé sur toutes ces questions et donc on va pouvoir utiliser tout leur savoir pour nous. Juste pour revenir, pourquoi très injuste? Parce qu'on avait peur que si on mettait une loi pas très injuste, on voit rien. Donc il fallait vraiment que la loi soit très 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 injuste pour faire ça. Alors l'enquête qu'on a faite, c'est une enquête qui date un peu. On l'a faite en octobre 2014 et on a fait passer la vignette que je vais vous montrer tout à l'heure, là, le transparent d'après, à 761 étudiants de première année inscrits en économie à l'université Paris-Nanterre, qui est une fac de banlieue parisienne, une fac, grosse fac, il y a beaucoup d'étudiants. Et donc on avait 255 étudiants inscrits en économie et 506 étudiants inscrits en droit. On leur a fait passer un questionnaire très très long dans lequel il y avait les vignettes que je vais vous présenter. Ils avaient le droit de ne pas vouloir répondre s'ils voulaient pas, hein. Ils étaient absolument pas obligés, ils n'ont pas été payés pour participer. C'était sur papier, c'était complètement anonyme. On a tracé absolument aucune information sur eux, on ne pouvait pas les retrouver. Et puis on a eu à la fin 483 questionnaires entièrement remplis. Donc on a un échantillon qui va en fait, qui est relativement grand, donc on a beaucoup d'étudiants, a priori tous différents entre eux, donc on était assez contente. Alors la vignette, la voilà, elle tient sur une page. Elle est plus simple que la vignette que je vous ai montrée tout à l'heure. On pose deux questions aux gens. On commence par leur poser une question où on va essayer de capturer leur opinion initiale. Donc l'histoire c'est ça, c'est à votre avis, comment est-il juste de distribuer un héritage de 10 000 €? Donc 10 000 € c'est beaucoup hein, quand même, pas mal. Salaire minimum c'est à peu près 1 500 € par mois, donc c'est pas mal. Entre Tom et Paul, sachant qu'ils sont identiques, donc c'est les mêmes, hein, ils font le même effort, c'est pas comme Jack et Bill tout à l'heure, ils travaillent autant, tous les deux, ils ont les mêmes talents, ils ont les mêmes handicaps, ils ont exactement la même personnalité, le même âge, donc c'est deux clones, deux jumeaux. Sauf que il y a une différence entre eux, Tom est millionnaire et Paul gagne le salaire minimum. Donc déjà vous pouvez essayer de voir comment vous feriez vous pour distribuer ces 10 000 €, si vous deviez distribuer les 10 000 €, qu'est-ce qui serait juste de faire, à votre avis? Comment je répartis les 10 000 € entre Tom et Paul?
on laisse les gens répondre, et après on leur pose la deuxième question, on leur dit, maintenant, la loi. Donc Socrate, tu dois mourir. La loi très injuste. Donc notre loi très injuste, c'est, la loi dit que le millionnaire doit recevoir 99% de l'héritage. Dans ce cas-là, comment est-il juste de distribuer l'héritage entre Tom et Paul? Toujours 10 000 euros. Donc ça ressemble à l'histoire de Socrate. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous donne une loi vraiment très injuste parce que personne dans nos répondants n'avait dit que le millionnaire devait recevoir 99% d'héritage. Pas du tout. Donc loi, tout le monde est d'accord pour dire que c'est quand même très 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 injuste. Et ma question c'est, est-ce que les gens changent d'avis ou pas? Donc la réaction des répondants, on l'a codée très simplement, on n'a pas fait des choses très sophistiquées, c'est très simple. Les gens indifférents, ils changent pas d'avis. Vous aviez dit 4900, 5100 au début. Je vous donne la loi, vous donnez toujours les mêmes chiffres. Indifférent, vous êtes indifférent. Si vous avez donné moins aux pauvres qu'avant, enfin vous avez considéré qu'il était juste de donner moins aux pauvres qu'avant, vous êtes obéissant, je vous ai codé comme obéissant, même si c'est 1 euro de moins, ça suffit. Il suffit que vous ayez accepté de donner un peu moins aux pauvres. Et vous êtes rebelle si, après connaître la loi, vous avez dit, ah ouais, d'accord, il faut que la loi dit que 99% de l'héritage c'est pour le riche, moi je donne plus aux pauvres qu'avant. Donc là, moi je vous ai codé comme rebelle. Pour essayer d'étudier qui répond quoi, on a collecté aussi tout un tas de données que vous avez là sur la position sociale des gens, puisque les économistes nous disent que la redistribution elle peut être plus ou moins forte selon votre intérêt ou vos opinions, ben on a essayé de collecter aussi des informations là-dessus. Donc vous avez la discipline étudiée, économie ou droit, le genre, homme-femme, l'origine, le revenu, l'optimisme des gens, leur degré d'altruisme, l'effort déclaré, est-ce que c'est des gens qui sont des casse-cous, qui ont donc une faible aversion au risque ou pas? Et du côté des opinions, est-ce que vous êtes de droite ou de gauche? Est-ce que vous avez une croyance religieuse? Et est-ce que vous pensez que les pauvres sont responsables dans leur situation? La responsabilité, on l'a étudiée en utilisant la vignette que je vous ai présentée tout à l'heure. Est-ce que, lorsque vous savez que Jack est paresseux, est-ce que vous le punissez plus que sans le savoir? Résultat, qu'est-ce qu'on a trouvé? Déjà, sur la première question. La première question, je vous remets la vignette au début, c'est comment on fait pour répartir 10 000 euros entre un millionnaire et quelqu'un qui gagne le salaire minimum? Résultat, absolument pas de consensus entre nos répondants. Peut-être que vous aviez une opinion très tranchée, vous, mais en fait, les gens, eh ben, ils sont très partagés sur cette question. Vous avez la moitié qui donne autant aux riches qu'aux pauvres. Un héritage, ça doit se partager à égalité. Et donc, je vais donner 5 000 aux pauvres et 5 000 aux riches. Et vous avez à peu près le même nombre de gens, la moitié, qui, eux, vont dire non, 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 il faut tenir compte du fait qu'il y a un riche et un pauvre, on va donner plus aux pauvres. Donc déjà, nos étudiants ont des opinions différentes et il n'y a pas un camp qui donne plus, qui est plus pour l'égalité ou plus pour la redistribution entre les deux. On a essayé d'étudier qui préférait quoi ici. Selon nos données, ça, ce n'est valable que pour nos étudiants, on s'est rendu compte que, vous vous rappelez, je vous ai mis les deux camps d'économistes, ceux qui pensent que l'intérêt égoïste, c'est ça qui explique la redistribution, et ceux qui pensent que c'est les valeurs. Chez nous, clairement, c'est le deuxième camp qui a gagné. C'est-à-dire que quand on fait un traitement statistique où on essaie d'étudier qu'est-ce qui est associé au choix des gens, le revenu, ça sort pas bien, ça marche pas très bien d'un point de vue statistique. La trajectoire sociale espérée, ça marche pas du tout, ça sort pas, on n'arrive pas à montrer une association, un sens, un lien entre la trajectoire espérée et puis l'opinion des gens sur la redistribution. Ce qui sort un petit peu, enfin ce qui sort, tout court d'ailleurs, c'est plutôt les autres variables, les variables idéologiques, les variables politiques, l'opinion politique, et surtout la variable sur l'opinion sur les pauvres. Donc finalement, sur la redistribution, c'est pas l'objet de notre travail. Hein. Nous, on veut travailler ce qui se passe une fois qu'on montre une loi injuste là-dessus.
Mais on se rend compte quand même que nos étudiants, ils ont plutôt fonctionné comme le deuxième camp le disait. C'est plutôt une question idéologique pour les gens, pas tellement une question d'intérêt personnel. Deuxième élément, ça c'est ce qui nous intéresse nous, c'est lorsque je présente la loi, comment les gens réagissent-ils? Donc peut-être que vous êtes classé dans le camp indifférent, obéissant ou rebelle, et vous pouvez voir si vous correspondez à la majorité de la population ou pas, dans quel groupe vous êtes. On a trouvé 60% d'indifférents, ici, de gens qui ne changent pas d'avis du tout, selon que je donne la loi ou pas. J'explique la loi. Ce qui nous a surpris, je vous ai mis surprise là, c'est pas tellement les gens qui étaient indifférents, c'est plutôt les gens qui changent d'avis. C'est ce qui nous a vraiment surpris, c'est-à-dire que vous avez 4 personnes sur 10 qui changent d'avis lorsque je leur dis qu'il y a une loi qui dit quelque chose et que ce quelque chose est très injuste pour elles. Donc le fait que les gens changent d'avis, ça nous a surprises et c'est pour ça qu'on a fait ce travail de recherche et cet article-là. Socrate, je te dis que tu dois mourir. Ok, d'accord, peut-être que je vais bouger mon opinion sur le fait que je dois vivre ou pas. C'était quand même pas du tout ce à quoi on s'attendait. On pensait que les gens allaient rester cohérents avec eux-mêmes et pas pas changer d'avis en fonction de la loi. Et on a trouvé aussi une deuxième surprise, c'est qu'on avait un quart d'obéissants, c'est-à-dire qu'il y a un quart de nos étudiants répondants qui ont dit ok, si la loi le dit, alors il faut donner moins aux pauvres. Et ça, on pensait pas du tout qu'on allait avoir ça. Nous, on pensait, quand on a posé cette question, qu'on allait avoir 60% de rebelles, et puis ou soit des gens qui changeaient pas d'avis, ou en tout cas, ou alors des rebelles, mais pas des gens qui obéissaient à la loi. C'est quelque chose qui nous a un peu surprise. Donc, premier type de résultat, c'est que et d'une, les gens modifient leur opinion de ce qui est juste lorsque je leur présente une loi qui est injuste, et deux, il y a un quart des gens qui changent d'avis dans le sens de la loi injuste. Donc ça, c'était rien que ces résultats-là, c'était un petit peu la question. Deuxième type de résultat, on a presque fini la présentation de ces résultats-là. On a trouvé que les étudiants en droit et en économie réagissaient pas pareil. Donc je sais pas si vous avez des formations de droit ou d'économie. En tout cas, les économistes se fichent beaucoup plus de la loi que les juristes. Les juristes, ça les interpelle, une loi injuste comme ça leur fait quelque chose. Bon, ça on n'a pas été surprise, on s'attendait à trouver ça, on l'a trouvé. Bon, d'accord, c'était un peu. Si on aurait trouvé le contraire, là, on aurait été plongé dans des abîmes de réflexion, on n'aurait pas su comment interpréter. Là, ça nous surprend pas trop. Par contre, la grosse surprise, 2 surprises en plus dans les données, c'est qu'on a trouvé que ceux qui donnaient le plus aux pauvres avant, ce sont ceux qui sont le plus affectés par la loi. Et donc vous avez, parmi les gens qui donnaient le plus aux pauvres avant, c'est là où on trouve les rebelles, mais aussi les obéissants. Et ça nous a vraiment interloqués, parce que ça veut dire que des gens qui donnaient plus aux pauvres naturellement, je vous dis que vous avez une loi injuste qui doit donner plus aux riches, et parmi ces gens-là, vous avez beaucoup de gens qui vont dire ok, d'accord. Vous en avez beaucoup qui vont se rebeller, Donc, ça c'est logique. Je vous donnez plus aux pauvres, je vous dis que la loi doit donner aux riches. C'est normal moi ça me paraissait normal avant de voir les résultats que les gens disent non, je suis pas d'accord, je me rebelle, je vais donner plus aux pauvres encore. Ou alors je suis indifférente, j'écoute pas la loi. Mais ce qu'on a trouvé, c'est qu'on a trouvé que les gens qui faisaient une différence entre les deux, qui traitaient pas pareil le riche et le pauvre, ce sont parmi eux qu'on trouve des gens qui réagissent à la loi. Et donc c'est pas tellement une question de générosité envers le pauvre au début, c'est plutôt une question de traiter de façon égale les personnes ou pas. Dans cette question-là, c'est est-ce que vous êtes d'accord avec le principe supérieur de la loi, qui est de traiter les gens différemment, peu importe que ce soit le riche ou le pauvre. Si à la base vous traitiez les gens différemment, vous acceptiez de traiter mes 2 héritiers différemment, vous allez réagir face à une loi qui elle-même traite les gens différemment. Si vous considériez que la loi, que l'héritage devait être
répartis de façon égale, vous refusiez de faire la différence entre les deux, et bien là, vous allez être beaucoup moins affecté par une loi, vous allez refuser, toujours pareil, d'obéir à la loi ou même de vous rebeller contre elle. Et donc ce résultat-là, c'est un résultat où je vous ai mis une interprétation, parce que ça c'est mon interprétation, je peux pas le prouver, j'ai pas fait de questions pour prouver ça, mais l'interprétation, c'est que c'est au-delà simplement de si la loi est d'accord avec vous, la perception de l'injustice, c'est associé aux valeurs supérieures qui sont portées par les lois. Vous allez vous rebeller si la loi va dans le sens ou va à l'encontre des valeurs supérieures auxquelles vous croyez. Et donc ça en rajoute une couche dans le sens où cette question est une question d'idéologie et pas de position personnelle. Dernière surprise sur ces résultats-là, pour aller dans le sens contraire de ce que je viens de dire, on a trouvé parmi nos répondants que c'était plutôt les gagnants dans le futur, c'est-à-dire des gens qui sont très optimistes et en plus qui déclarent beaucoup travailler. Donc les gens, dans notre interprétation, c'est des gens qui se projettent dans une belle vie. Je suis très optimiste, je pense que ça va bien aller pour moi et en plus, je dis que je travaille beaucoup. Donc des gens qui, a priori, devraient penser qu'ils vont être les gagnants de la compétition du futur ou les gagnants de la vie dans le futur, ce sont eux, ces gagnants-là, qui sont rebelles, en fait. Ce ne sont pas les pauvres ou les gens qui pensent qu'ils ne vont pas s'en sortir, qui sont rebelles, c'est les personnes qui pensent que la vie va leur sourire, qui se permettent d'être les plus rebelles face à une loi qui va être injuste. Deux séries d'images pour essayer d'expliquer ça. Alors c'est des explications tout à fait circonstancielles, parce que ces étudiants-là, c'est des étudiants de l'université Paris-Nanterre, qui est pas une université, enfin c'est une université parmi d'autres, mais elle a quand même une histoire particulière, vu que mai 68 est partie de l'université de cette fac-là. Vous avez les bâtiments ici où les étudiants de mai 68 étaient tout à fait étaient là. C'est toujours les mêmes bâtiments. Hein. Si vous venez me voir dans mon bureau à Nanterre, moi je travaille dans ces bâtiments-là. Donc mes étudiants à moi qui ont répondu à ces questionnaires continuent de travailler à l'université Paris-Nanterre. Et il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur mai 68. Il y a pas mal de gens qui se disent c'est plutôt des étudiants favorisés, ceux qui vont à la fac déjà, hein, donc c'est plutôt les favorisés, qui ont lancé le mouvement de mai 68. Et donc, c'est un peu logique qu'en interrogeant des étudiants, même 26 ans après, à Nanterre, de trouver comme résultat que c'est les privilégiés qui se permettent de se rebeller. Donc, photo 1968, mais l'histoire se répète. Cette année, l'université de Paris-Nanterre, ça ressemble à ça. Donc, je suis allée chercher des photos actuellement. Et donc, vous avez les mêmes, hein, enfin les mêmes à 40 ans d'écart, c'est-à-dire les étudiants qui, il y a 15 jours, ont bloqué, enfin continuent de bloquer d'ailleurs, l'université Paris-Nanterre. Si vous regardez leur tête, bon, c'est dur d'inférer des conditions sociales, hein, et puis j'étais ici, moi j'étais pas là, j'ai pas fait d'enquête auprès d'eux pour savoir ce qu'ils en pensaient de ces questions, mais c'est plutôt des gens qui ont l'air optimistes comme ça et privilégiés aussi un petit peu. Et donc la question qui se pose, c'est la conclusion de cette étude, c'est finalement face à une loi injuste, c'est une question d'idéologie et c'est peut-être une question de privilège. Donc les gens qui se rebellent le plus ou qui disent se rebeller le plus, c'est les gens qui peuvent se le permettre. Les étudiants de l'université Paris 10 à l'époque de Nanterre, les étudiants de 2018, les gens qui bloquent actuellement l'université de Nanterre, ce sont pas les étudiants en reprise d'études qui doivent bosser pour financer leurs études. Ceux-là, ils veulent pas le blocage. Hein. Je le sais, hein, parce que c'est mes étudiants, je les connais, je le sais bien. Ceux qui bloquent actuellement, ce sont les gens qui peuvent se permettre de perdre une année pour lutter contre une loi qu'ils considèrent comme injuste. Conclusion, et je m'arrête là. Cette méthode des vignettes, l'objectif de la conférence, c'est de vous la présenter, vous montrer comment on s'y prend un petit peu pour étudier des questions compliquées. Et finalement, le message, c'est que il y a plusieurs messages dans nos résultats, plusieurs choses. Une loi, même injuste, va affecter les gens.
Donc les lois, c'est pas anodin. Une loi injuste va modifier les opinions éthiques des personnes dans les deux sens. Et puis, qui peut se rebeller? Ben, ceux qui se voient comme des gagnants, ils peuvent se rebeller. Et les plus vulnérables, dans notre enquête, les populations immigrées, les populations qui estimaient avoir une vie plus difficile, ils ont tendance à plus se soumettre à la loi, même lorsque celle-ci est injuste. Voilà. Enfin, merci beaucoup de votre attention et je vous laisse sur ces magnifiques images actuelles. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas, ou des idées d'amélioration, vous pouvez y aller. Des questions sur Nanterre, qu'est-ce qui se passe? Je peux répondre. Pardon? Pourquoi ils bloquent à Nanterre? Ah, c'est une bonne question. Pourquoi ils bloquent? Parce que le gouvernement actuel a décidé de poursuivre une politique qui était déjà menée par les gouvernements précédents. Mais le gouvernement actuel, on va dire, l'a réaffirmé. C'est de créer une forme de sélection à l'entrée à l'université. C'est une sélection très soft qui va être mise en place, c'est-à-dire qu'on va orienter les étudiants. Et donc les étudiants de Nanterre ne sont pas d'accord avec l'idée que on ne puisse pas permettre à n'importe qui de s'inscrire n'importe où à l'université. Donc c'est le fait, ce que veut faire le gouvernement, c'est de demander aux enseignants de donner leur avis sur l'intérêt pour des étudiants, des élèves qui viennent de passer le bac, de s'inscrire dans leur filière. Par exemple, si vous voulez faire de l'économie, moi personnellement, je pense qu'il vaut mieux que vous soyez un petit peu à l'aise en maths, parce qu'il y a beaucoup de maths. Jusqu'à présent, on ne peut pas empêcher quelqu'un qui n'est pas à l'aise en maths de s'inscrire en économie. Donc, ce que veut faire le gouvernement, c'est de mettre en place un processus. Alors, vous pouvez l'appeler sélection ou orientation. Après, il y a tout un débat sur est-ce que c'est vraiment de la sélection ou de l'orientation, qui peut-être pourrait interdire à certains étudiants dont les enseignants estiment qu'ils n'ont vraiment pas le niveau pour suivre leur filière, de s'inscrire. Alors que jusqu'à maintenant, plutôt jusqu'à il y a quelques années, parce qu'il y a quand même des mécanismes un peu pareils qui existent déjà, vous pouviez vous inscrire à l'université juste si vous aviez le bac, peu importe si vous aviez un bac très différent et peu importe votre niveau. Donc les étudiants de Nanterre ne sont pas d'accord, enfin certains étudiants de Nanterre, hein, mais pas tous, j'espère que je vous ai montré, pas tous, ne sont pas d'accord, ils pensent que c'est fermer la porte de l'université aux catégories populaires. Je résume, je caricature beaucoup ce qu'ils disent, mais bon, c'est un peu leur idée, quoi. Et donc ils ont décidé qu'ils bloqueraient l'université, qu'il n'y aurait pas d'examen cette année, qu'ils auraient tous 20 sur 20, et voilà. Que c'était un moyen d'obtenir l'abandon de cette loi. La réponse à cette question est non. On l'a pas fait. Donc la question, c'est le fait de en France, on sait que l'héritage c'est 50-50 normalement. C'est ça la justice. Et nous, on présente aux gens une loi qui est pas la loi, la vraie loi. Du coup, c'est un peu gênant en fait pour notre étude. Et donc, une façon de faire, c'est vrai, ce serait de poser la même vignette avec la même loi très 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 injuste à des gens qui vivraient dans des sociétés où c'est pas forcément 50-50. C'est vrai, c'est ce qu'il faudrait faire, parce que là, pour le moment,
on dit la loi, mais j'ai pas dit quelle loi. Hein. J'ai pas dit est-ce que c'est une loi qui a été votée par tout le monde, est-ce que c'est une loi qui a été votée par un dictateur, ça on n'en sait rien. Et puis surtout, pour de vrai, si je vous avais demandé quelle est la loi, la vraie loi, probablement vous m'auriez répondu c'est la moitié entre les enfants. Et ce qui correspond peut-être à l'arrêté. Je suis pas assez juriste pour savoir et pas dire de bêtises, donc je m'arrête là. Mais du coup, c'est vrai, une façon de faire, ce serait de comparer ça, de garder la vignette avec des contextes différents. Donc on l'a pas fait, mais il faudrait peut-être qu'on le fasse. Non, on l'a pas posé. Donc on s'est dit, ils sont jeunes. Après, c'est une mauvaise réponse. Hein. J'essaie de me raccrocher aux branches pour dire qu'on l'a pas. Hein. Mais on s'est dit, ils sont jeunes, ils sont trop jeunes, c'est des étudiants. L'héritage, c'est des choses qu'on vit plus tard dans sa vie. Donc bon, on essaie de s'en tirer. Mais on n'a pas posé la question là-dessus. En fait, à la base, on voulait étudier d'autres choses que ça. Donc on a fait un grand questionnaire. Et puis on a trouvé ce résultat où les gens changent d'avis. Et en plus, ils obéissent. Et puis ceux qui se rebellent, c'est les riches. Et du coup, on a sorti ça, mais oui, c'est un défaut du questionnaire. Ouais. On n'a pas l'info. Alors, pas dans cette. C'est vrai quand on fait du droit ou l'économie du droit, ce qui est important, et quand on est économiste, en fait, dire la loi c'est bien, mais les individus réagissent certes à une norme. Là, c'était juste la loi. Donc, moi, en tant qu'économiste, ce qui me surprend, c'est qu'il n'y a aucune sanction, et ils changent quand même d'avis. Ils devraient pas. Hein. Si fonctionnait correctement, ça marcherait pas. Et c'est vrai qu'en tant qu'économiste, ou même quand on fait le code du droit, ou qu'on est juriste, il y a une sanction derrière pour que les gens obéissent. Donc, dans ce traitement-là, on l'a pas. Et ce qu'on a fait après, mais on n'a pas exploité encore, c'est qu'on a demandé aux gens, vous êtes le juge chargé d'appliquer la loi, qu'est-ce que vous feriez si vous prenez une décision, en disant aux gens, si vous prenez une décision contraire, vous risquez d'avoir des problèmes dans votre carrière. Et une autre question, si vous prenez une décision contraire, votre décision risque d'être cassée en appel. Et en fait, on l'a pas exploité là, on n'en a pas fait un papier, parce que ça change pas beaucoup en fait. Ça change pas significativement. La grosse variation, elle est entre les deux questions que je vous ai montrées. Quand vous mettez les gens, vous leur expliquez qu'ils sont juges et que s'ils sont pas d'accord, ça risque de nuire à leur carrière ou simplement leur décision sera cassée. Ça change pas. Même pour les étudiants juristes, parce qu'on peut se dire en économie, c'est pas ce que c'est l'appel, donc il va pas se rendre compte. Mais même pour les étudiants juristes, ça modifie pas. Après, c'est pas des vrais gens, c'est pas du vrai argent, c'est vraiment les préférences normatives. Donc, mais on n'a pas trouvé que ça bougeait beaucoup là-dessus. Oui. D'accord. Oui. Transparent, sur lequel j'ai pas dit, mais en fait, oui, il y a une idée de faire un projet, notamment sur des étudiants calédoniens et métropolitains, et puis de partout en fait. En tout cas, d'autres étudiants que ceux de Nanterre, qui sont peut-être un peu spéciaux aussi. C'est justement de savoir si pour différentes populations, des lois qui sont portées par des systèmes de pensée différents ont des effets différents, plus ou moins grands. Donc il y a un projet justement pour creuser cette question-là. On a plein d'idées, hein, s'intéresser à des règles qui seraient moins injustes que ça,
Parce que là, on a quand même pris la règle la plus injuste qui était possible. On n'a pas osé mettre 100%, parce que on s'est dit, ça va être trop fort, donc 99, mais peut-être des règles un peu moins injustes que ça. Et puis, voilà, on a justement des projets d'essayer de voir si, en délocalisant, en se projetant dans d'autres façons de voir les choses, est-ce qu'on a toujours ces résultats ou pas, ou ça change. Parce que bon, les étudiants de Nanterre, oui, ce que je vous montre là, ça met vraiment l'accent sur leur côté très spécifique, peut-être. Oui, oui, tout à fait. Alors ça, c'est une grande question. On a une grosse discussion là-dessus. Parce qu'au début, on s'est dit, on va faire ça. C'est-à-dire que tu as des personnes, là je leur pose des questions sur la justice, sur leurs opinions. Mais qu'est-ce qui se passe si ça t'arrive à toi? Soit toi, parce que c'est toi vraiment qui dois distribuer, le juge dans mes vignettes que je vous ai pas montrées parce que rien ne sort, soit toi parce que tu es Paul ou Tom et que l'héritage va arriver. Donc c'est vrai, tu as toute une frange de l'économie qui essaie de faire ce genre de choses, l'économie expérimentale, où on paye vraiment des gens, on leur donne vraiment des sous, alors pas 10 000 euros, hein, parce que ça se saurait, si on avait 10 000 euros à distribuer à 400 personnes pour qu'ils puissent faire de la science, non. Mais on les paye un petit peu, et on met les gens en situation dans des conditions expérimentales, on les fait jouer à des vignettes d'une certaine façon, avec une vraie incitation financière. La difficulté, c'est que ce sont deux choses un peu différentes. C'est-à-dire, je te demande ton avis en général, comme si tu devais t'exprimer pour la société. Je te demande ton sens de la justice. Tu vois, ce qu'on mesure avec les vignettes, c'est le sens de la justice en général pour la société. Quand je vais voter aux élections ou pour un référendum, je vote, peut-être parce que je suis un peu rousseauiste, mais je vote d'un point de vue général, du point de vue de l'intérêt général. Et donc, la dimension dans laquelle tu t'exprimes n'est pas la même. Les vignettes, ça sert à mesurer une dimension justement qui n'est pas dans le comportement, qui n'est pas observable sur le terrain, qui est les préférences éthiques ou les préférences normatives de ta vision du juste. Les expérimentations, c'est toi lorsque tu as un intérêt. Et donc, c'est lorsque je te contrains à raisonner comme une économiste. Tu vois, tu as un intérêt, tu as une incitation. Donc c'est pas que c'est pas intéressant de faire les deux, et probablement on fera aussi une expérimentation un jour sur ces questions. Mais elles ne se valident ni ne s'invalident, tu vois, l'une l'autre. C'est deux dimensions de l'existence vraiment différentes. D'autant plus que, en tout cas pour les répondants de Nanterre, donc ceux-là, les questions d'intérêt, ça marche pas. Trop, pour expliquer ça. C'est vraiment des questions idéologiques. Donc je dis pas, j'ai un peu insisté sur le fait que les étudiants de Nanterre sont peut-être un peu spéciaux, donc peut-être ça marcherait pas sur tous les contextes. Mais du coup, comment dire, l'intérêt est là, mais il n'y a pas de correspondance immédiate en fait entre les deux dimensions. C'est vraiment deux façons d'être un être humain différentes. Moi, être humain qui réagit face à mon intérêt ou face au fait que je donne de l'argent à des vrais gens, et moi, être humain qui pense à une situation de justice dans l'abstrait. Donc oui, mais pas forcément et pas immédiatement en tout cas. Alors c'est pas ce que pensent les étudiants de Nanterre qui sont en train de bloquer mon université et qui vont empêcher les examens de se tenir. Donc c'est une opinion ça, que la rébellion n'aboutit souvent à rien.
je peux pas parler pour les étudiants. Là, dans mon cas, il n'y a aucun enjeu à se rebeller. C'est-à-dire, je vous demande juste, est-ce que ça vous fait changer d'avis ou pas? Donc, en gros, le fait de me le montrer, ça suffit. Là, ils n'ont pas d'enjeu. Il y a pas, ça va pas faire changer la loi. C'est juste que moi, j'étais surprise de trouver qu'il n'y a pas plus de gens qui me disent mais n'importe quoi ta loi. Donc là, le fait de dire qu'ils sont en désaccord avec la loi, pour moi, c'est déjà quelque chose d'important, en fait. Après, le fait que dans la vraie vie, les gens se rebellent pas parce qu'ils sont résignés, ce que je trouve avec mes étudiants, c'est que les gens qui sont déprimés, qui pensent que ça va être dur pour eux, effectivement, ils se rebellaient pas. Donc dans la vraie vie, peut-être que la réponse à votre question-là, c'est une question de point de vue. Les privilégiés peuvent se permettre de ne pas être d'accord avec vous, selon mes résultats. Enfin, sur ces étudiants-là, pas ceux-là, mais ceux de 2014. Les gens qui pensent que la vie va être difficile pour eux, ne peuvent pas se permettre de se rebeller, et donc ils seraient plutôt d'accord avec vous. Il faudrait faire une vignette pour savoir ce qu'en pensent les gens. Je peux pas répondre comme ça, plus que ça. Oui, là je dis juste qu'est-ce qu'il est juste à votre avis de faire. Elle ne sait pas s'ils vont vraiment avoir ce qu'elle pense ou j'en sais rien en fait. Je dis juste, vous pensez que qu'est-ce qui est juste maintenant? Donc il y a même pas de conséquences sur Tom et Paul. De toute façon, c'est pas elle qui décide. Dans une question juste après, on a dit vous êtes le juge qui va distribuer. Comment décidez-vous de distribuer? Et ça change pas beaucoup en fait. Entre que pensez-vous qui est juste et vous êtes le juge qui allait distribuer. Là, il n'y a pas beaucoup de choses. Mais ça, peut-être que la vignette n'est pas le bon outil pour tester ça. Parce que là, il y a des questions d'incitation. Il y a des vraies conséquences. Donc je pense que les deux questions qu'on pose suffisent. Et là, quand il y a des questions de sanctions, de conséquences réelles pour soi, dans ce cas-là, on change de monde. Et c'est le monde des incitations, c'est le monde de l'économie expérimentale, à mon avis. On ne peut pas le mesurer avec ça.